Bienvenue dans cette nouvelle émission, l'actualité du territoire. Aujourd'hui, nous allons parler de la transition énergétique des bâtiments. Et pour ça, j'ai deux experts à mes côtés. Théo, bonjour. Bonjour Mathieu. Et Tony, bonjour. Bonjour. Merci d'être là sur le plateau. Théo, on va commencer par vous. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire où on en est dans cette fameuse transition énergétique des bâtiments ? Oui, alors au niveau de la transition énergétique des bâtiments, on est sur un constat qui est à double tranchant actuellement, qui est à la fois très très positif parce que au sein de Garcia Ingénierie, on accompagne des centaines de clients tout au long de l'année sur de l'audit énergétique de leur structure tertiaire. Des audits qui s'inscrivent dans le cadre des décrets tertiaires et des décrets BACS qui ont déjà été commentés sur ce plateau. Tout à fait, on a fait des émissions. Précédentes émissions, si je dois le rappeler rapidement. Bien sûr. Un décret tertiaire du coup qui s'adresse à des bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² et qui ont pour objectif de réduire leur consommation d'énergie de 40% d'ici 2030 dans la mesure du possible. Ces audits justement vont permettre de personnaliser les objectifs et voir si les 40% sont atteignables ou pas. Et le décret BACS, donc pareil, qui s'adresse aux bâtiments tertiaires et sur les systèmes de clim et chauffage, s'ils sont supérieurs ou égaux en puissance nominale à 70 kW, à ce moment-là, il faut mettre en place ce qu'on appelle une GTB, gestion technique du bâtiment, qui va permettre de contrôler et réguler les consommations d'énergie au sein de cette structure. Donc du coup, un constat très positif par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de clients qui se mettent de plus en plus à l'audit énergétique. Mais c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire, mais malgré tout, on a un constat qui est aussi donc frustrant, parce que beaucoup d'acteurs, donc j'appelle acteurs ces entreprises qui sont donc actrices de la transition énergétique, s'arrêtent à l'étape du constat et ne passent pas à la vitesse supérieure, c'est-à-dire la mise en place des travaux de rénovation énergétique qui sont préconisés dans les audits qu'on met en place et qui du coup continuent de s'éloigner des objectifs qu'on a pour 2030, 2040, 2050. Ils restent à l'étape de constat, ils ne vont pas forcément plus loin que ça. Donc c'est ce qui génère la frustration chez nous aujourd'hui. Donc cette fameuse lenteur, vous évoquiez, c'est-à-dire que les gens, ils ont leur audit, ils savent quoi faire, mais ils ne le font pas. Ils le savent même très précisément, parce que c'est des audits qui sont vachement précis et poussés, mais ils ne le font pas ou le font très peu, pour plusieurs raisons je pense, essentiellement financières, parce que c'est des entreprises qui n'ont pas forcément la trésorerie à disposition pour mettre en place ces travaux de rénovation énergétique, soit parce que leur trésorerie souffre d'un post-Covid ou de quelconque conjoncture qui met à mal leur trésorerie, soit parce que c'est loin d'être une priorité dans leurs investissements. Il y a tout un tas de volets qui passent en premier, que ce soit le développement, l'innovation, le recrutement, le marketing, et malheureusement, au final, l'aspect financier est le réel frein, je pense, aujourd'hui, à cette accélération dans le processus de transition énergétique, avec tous ces ambassadeurs que sont les entreprises et les bâtiments tertiaires. Et pourtant, ça pourrait être, j'en suis sûr, des sources d'économie. Absolument. Justement, on est avec Tony aussi qui est là avec nous pour proposer des solutions le coup d'après. On a l'audit. Tony, est-ce que vous nous présentez des solutions ? Oui, bien sûr. Alors déjà, il faut partir d'un postulat, c'est que je suis entièrement d'accord avec Théo. La problématique majeure des entreprises, c'est qu'elles ne budgètent pas dans leur business plan pluriannuel des investissements liés à la transition énergétique. Pour une raison simple évoquée par Théo, c'est qu'en fait, elles vont aller budgéter des éléments sur leur cœur de métier. Donc ça fait que quand les projets arrivent suite à des audits, ils ne savent plus trop comment les adresser et ils doivent structurer des solutions de financement ad hoc. Alors c'est quoi ces solutions de financement ? En fait, il y a 3 grandes catégories. La première, qui est un réflexe naturel, c'est de se dire je vais diminuer mon coût d'investissement. Pour le diminuer, je vais aller chercher des subventions ou des aides privées, type certificat d'économie d'énergie dans le cadre de l'énergie. Énorme avantage, c'est de l'argent qui est immédiatement disponible et qui coûte rien à l'entreprise. Inconvénient, c'est pas éligible à tous les investissements. C'est assez compliqué à mobiliser, sachant que certaines subventions peuvent être contradictoires avec des C2E, certificats d'économie d'énergie. Voilà. Et puis surtout, ça vient rarement couvrir la totalité de l'investissement. Donc la deuxième option, c'est d'utiliser les fonds propres de l'entreprise, la trésorerie. Oui. Là, avantage sans commune mesure, c'est immédiatement disponible. Si on l'a. Exactement, si on l'a. Et même si on l'a, la stratégie d'une entreprise, c'est de raisonner en coût d'opportunité des capitaux. C'est de se dire, si j'investis dans mon cœur de métier, je vais atteindre une vraie rentabilité de mon investissement. Donc ils vont avoir tendance à moins avoir envie de flécher ça vers le sujet de la performance énergétique. Et puis les capitaux sont limités à un volume et les projets de rénovation énergétique peuvent parfois prendre des coûts assez élevés. C'est vrai. Donc c'est assez bloquant. Donc le troisième levier, c'est lequel ? C'est la dette bancaire. Immense avantage de la dette bancaire, l'effet de levier. On peut vraiment massifier les investissements. La problématique derrière, c'est que d'abord, c'est une mécanique qui est assez rigide. La dette, un peu comme pour les fonds propres, est plutôt privilégiée pour être orientée vers le cœur de métier de l'entreprise. Et puis derrière, les banques ont souvent du mal à appréhender ce type de projet
parce qu'il y a beaucoup de complexité autour de la transition énergétique. Donc en réalité, la vraie solution, c'est un peu d'agréger tout ça. Et de se dire, mix. exactement, un mix un peu particulier, puisque c'est de se dire, je dois d'abord fiabiliser techniquement le projet. C'est pour ça qu'il y a des bureaux L'assurer avec un audit. Exactement. Derrière, je vais aller maximiser les aides et les subventions pour diminuer au maximum l'investissement nécessaire. Il va rester quelque chose. Ce quelque chose, on appelle ça du reste à charge. Et je vais venir le financer dans de la durée pour permettre d'avoir un coût le plus faible possible. Ce coût, je vais venir le comparer au gain d'énergie et valider l'intérêt d'un projet. Parce que ça, le but, ça reste diminuer ses charges, investir dans un outil plus performant et moins consommateur d'énergie. Exactement. Et c'est là que la quatrième voie apparaît, c'est celle de la location évolutive d'équipements. Cette voie, elle est intéressante pour une raison simple, c'est qu'elle va permettre de faire ce que je viens d'expliquer, d'agréger tout ça, mais dans une solution où on va pouvoir faire évoluer les équipements dans la vie du contrat. Parce que demain, je mets en place, je sais pas, de la GTB, des bandes de recharge ou d'autres équipements qui peuvent avoir des ruptures réglementaires. On en parle beaucoup de la réglementation, des ruptures technologiques ou de l'amélioration énergétique. Il va falloir pouvoir les faire évoluer. Et donc, l'allocation permet ça. Et elle permet autre chose, c'est qu'elle ne mobilise pas les fonds propres. Oui. Et dans la majorité des cas, elle n'endette pas le client. Donc, on va répondre à ce triptyque compliqué en ayant une solution globale et claire en main sur ce sujet. On loue quoi, clairement ? Alors, on loue tous les actifs énergivores. Alors, c'est un gros mot, énergivore. Ouais. C'est tout ce qui va consommer de l'énergie dans l'entreprise, tout ce qui va avoir une prise. Donc, il y a énormément de choses qui consomment de l'énergie. Ça peut être de l'éclairage, du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, des lignes de production, du digital, tout ce qui va consommer de l'énergie. Ici, sur le plateau, il y a beaucoup de consommation d'énergie, sauf pour la climatisation. Mais grosso modo, on a quand même beaucoup d'équipements qui sont éligibles. Et donc, du coup, ça va permettre de venir les opérer dans le temps. Et venir accompagner ces fameux projets. Et surtout les piloter et suivre toute la... Exactement. Concrètement, donc là on a le cadre, on a des solutions, je l'entends. Concrètement, un téléspectateur dirigeant d'entreprise qui nous dit « Ok, j'y vais, j'ai mon audit, je veux le coup d'après », par quoi il commence ? Alors je vais déjà lui expliquer ce qu'il va faire par erreur. La majorité des gens qui ont un audit énergétique vont regarder l'ensemble des actions et vont se dire « Je vais commencer, et c'est un biais cognitif tout à fait normal, par ce qui ne coûte rien et qui me rapporte ». Tout à fait logique. Donc là, on va parler d'actions sans investissement. J'éteins la lumière, je change le principe de fonctionnement. Exactement. Ils sont très bien habitués sur le sujet. Et une fois que j'ai fait ça, je vais aller chercher des investissements à retour sur investissement très rapide. Donc des choses que j'investis et le gain énergétique ou maintenance dans l'année qui suit me permet de les amortir. Et puis je vais descendre comme ça, projet par projet, et je vais atteindre à un moment un plafond de verre. Ce plafond de verre, ça va être le moment où mes projets seront avec des retours sur investissement un peu trop longs, où je n'aurai pas forcément les budgets, que je n'aurais pas budgété initialement, et je vais me retrouver bloqué. Et donc, on va revenir à la problématique initiale. Nous, on a une conviction chez Atomic, c'est de se dire, il faut prendre le problème complètement dans l'autre sens. Le prendre dans l'autre sens, c'est mettre le financement au cœur du réacteur dès le départ. Et comment on le fait ? On va le faire en ayant une connaissance parfaite des installations en place chez le client. Mais pas qu'une connaissance des installations techniques et de leur conso d'énergie, mais aussi de leurs coûts financiers. Comment on fait ça ? Chez Atomic, par exemple, on va opérer ce qu'on appelle des sales and leaseback. Alors, derrière ce terme anglais, c'est quoi ? Les entreprises vont nous revendre l'intégralité de leurs équipements qui consomment de l'énergie et qui sont éligibles à un financement. Premier avantage, le client va récupérer de la trésorerie et va pouvoir le flécher sur son cœur de métier. Derrière, ces équipements, on va les embarquer sur notre plateforme. On va nourrir la donnée grâce à notre intelligence artificielle avec d'autres données déjà présentes dans l'entreprise pour connecter l'équipement à sa conso d'énergie. Et derrière, on aura une situation avec une redevance qui va intégrer l'ensemble des équipements et leurs conso. Et on va venir non plus plugger les projets les uns à la suite des autres, mais on va créer des agrégats et on va mettre le maximum de projets et voir ce que ça donne en termes d'indicateurs de performance, puisqu'on connaîtra parfaitement le coût initial et le coût cible en intégrant les projets. Ça permet d'utiliser les gains rapides de projets pour sponsoriser les projets un peu plus longs, d'accélérer la transformation et vraiment de transformer les entreprises de manière pérenne et durable. Alors c'est un chiffre très personnel, mais aujourd'hui quand on adresse un audit énergétique et qu'on prend les étapes les unes après les autres, comme je l'ai expliqué initialement, on va réussir à aller chercher sur 2 ans à peu près 20% du potentiel. Avec les mécaniques que je vous explique, on est rapidement à 50% dès la première année, puisqu'on a des effets de levier qui sont fondamentaux. Et puis vous êtes un expert du sujet.
Il faut concrétiser, on l'entend. Théo, un dernier mot à ajouter? Oui, déjà une grande fierté de pouvoir collaborer avec Tony sur ces solutions, parce que je pense que petit à petit on prend tous conscience de l'enjeu de la transition énergétique, mais il faut prendre conscience aussi des solutions qui sont à notre disposition et des acteurs qui se battent au quotidien pour les mettre en œuvre. Donc voilà, j'espère que tout le monde petit à petit avance sur ce chemin vers le vertueux, vers le bâtiment à énergie positive, vers tout ce qui fera notre monde un monde meilleur demain, sur la partie au moins énergétique. Voilà. Eh ben, c'est ce qu'on souhaite pour tous. Merci monsieur pour ces éclairages. Merci pour la- Je vous invite à anticiper, budgétiser et surtout agir. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine.